Bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux et aussi fidèles. Bonsoir Cynthia, c'est un grand plaisir et un grand honneur d'accueillir donc Cynthia Fleury, qui a bien voulu venir jusqu'à nous ce soir. C'est un petit peu loin et un petit peu compliqué. Donc Cynthia Fleury est une philosophe et une psychanalyste qui est à la fois très reconnue dans ces deux domaines et on aura l'occasion de voir dans d'autres. Elle est docteur en philosophie et a soutenu son HDR, habilitation à diriger HR, sur la construction sociale de la vérité dans l'espace public à l'épreuve des nouvelles technologies de l'information et de la communication. On est déjà presque dans le transhumanisme, ou en tout cas le début, et ça nous rapproche donc du thème de ce soir. Alors ce soir, je ne pourrais pas faire la liste de toutes les activités de Cynthia Fleury, parce que je pense qu'on passerait le temps de la conférence, mais on va quand même en choisir quelques-unes. Donc, vous êtes chercheuse au Muséum national d'histoire naturelle. Je ne sais pas si vous êtes toujours, vous passez, changez beaucoup, vous étiez dans le laboratoire de conservation des espèces, restauration et suivi des populations. Oui, ce n'est pas très intéressant, mais de fait, j'ai été chercheur au Muséum pendant 10 ans. Et comme je suis devenue tout récemment, et vous ne pouvez pas le savoir, donc tout va bien, je suis devenue professeur titulaire au Conservatoire national des arts et métiers, titulaire de la chaire Humanité et Santé. Et ça, j'ai été nommée par décret il y a quelques jours, donc c'est normal. D'accord, ok. Les informations ne... j'ai pas été... Je suis passée par Sciences Po, je suis passée par l'école polytechnique, j'ai enseigné pendant 10 ans, j'ai enseigné à Sciences Po pendant 10 ans également. Et aujourd'hui, en fait, j'ai atterri et je ne changerai plus, voilà, à la fois donc, au Conservatoire national des arts et métiers et puis à l'école des mines de Paris. Donc on va dire que mes élèves sont principalement des ingénieurs, pas spécialement des philosophes, mais j'y enseigne la philosophie politique, la philosophie morale, la philosophie liée aussi aux questions de la nature, puisque j'étais liée effectivement au muséum, et puis tout ce qui concerne les outils de la régulation démocratique. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bien, vous n'avez pas encore mangé toute mon introduction, mais presque. Vous êtes aussi titulaire de la chaire de philosophie à l'Hôtel-Dieu. Travaillant à l'assistance publique, c'est aussi quelque chose qui m'a marqué. Vous organisez des séminaires qui sont passionnants. Ils sont ouverts, il suffit de s'inscrire, si je ne m'abuse. Et en tout cas, moi, j'y suis allé assez nombreuses fois et j'ai beaucoup apprécié. Vous êtes aussi impliqué dans la cellule psychologique du SAMU de Paris. Je ne sais pas si vous avez abandonné cette activité. Disons que je suis plus sur le terrain, mais j'ai fait longtemps, effectivement, j'étais membre de la CUMP, de la cellule d'urgence médico-psychologique du SAMU. J'ai fait du terrain pendant 5 ans et aujourd'hui, on est toujours lié, bien évidemment, avec la CUMP, la chaire de philosophie à l'hôpital, mais plutôt, voilà, on fait plutôt du débriefing de collègues, on va dire. Vous savez ce que c'est que la CUMP? Cellule voilà. Parce que maintenant, d'urgence médicale. On met des CUMP un peu partout, donc bon. Mais au départ, la CUMP, ce sont les cellules médico-psychologiques qui sont déployées par le SAMU dès qu'il y a traumatisme collectif, même pas que collectif d'ailleurs, aussi ça peut se jouer sur des questions de suicide, etc. Okay. Vous êtes aussi le plus jeune membre du comité consultatif national d'éthique. Ça a peut-être pu changer s'il y a eu des membres plus jeunes qui ont été nommés. Vous êtes journaliste, très sollicité par les journaux, la radio, la télévision. Vous êtes aussi une essayiste brillante et humaniste sur des sujets comme le courage, la destruction du sujet. Je sais que dans vos séminaires, ce sont des choses qui reviennent. Vous êtes psychanalyste aussi, je crois que vous continuez à suivre des patients. Et puis, je dirais, militante au sens noble du terme, activement engagée dans la vie de la cité. Vous êtes aussi mère de famille, ce qui est presque un travail à temps plein. Et enfin, et c'est un peu une conférence. Épouse aussi, donc ce qui est aussi un travail à temps plein. Et aussi... Enfin, une conférencière très sollicitée. Donc, nous remercions beaucoup d'avoir trouvé un créneau, qui était un petit peu compliqué à trouver, mais pour venir nous parler de transhumanisme. Donc, on avait mis l'homme réparé, modifié, augmenté, diminué. Puis, j'ai un petit peu regardé ce que vous aviez écrit aussi, un peu plus profondément. Et peut-être on pourrait rajouter remplacer, décourager et peut-être désubjectiver. Je pense que c'est des thèmes qui... Et je l'ai ressenti en fait en lisant et puis en regardant un petit peu sur le transhumanisme. Donc vous allez sans doute répondre à toutes ces questions pas sur le plan technique, vous êtes philosophe, c'est pas du tout le propos, nous sommes vraiment impatients d'entendre ces réponses qui ont peut-être également la forme de questions, puisque nous allons explorer les temps futurs qui font souvent peur. Je vous remercie et je vous laisse la parole.
pour cette introduction, dire que je suis tout à fait heureuse d'être avec vous. Et puis nous allons, alors de façon très introductive, hein, c'est pas un grand cours magistral sur le transhumanisme, mais vous donner déjà quelques éléments, à la fois vous présenter qu'est-ce que c'est que le transhumanisme, quel type de philosophie ou d'idéologie c'est, quels sont les penseurs, c'est principalement d'ailleurs des penseurs américains ou anglo-saxons, et les transhumanismes français, pour les nommer, sont assez rares, mais depuis 2010, il y a une association française délibérément dédiée au transhumanisme et qui est reliée aux transhumanistes américains, qui s'appelle Technoprog. Donc, et d'ailleurs, nous l'avons reçu. J'étais d'ailleurs très étonnée de voir celui qui est le président de cette association. Nous l'avons reçu, nous, Comité national d'éthique. Pourquoi nous l'avons reçu ? Parce que vous savez peut-être que ce sont les états généraux de la bioéthique en ce moment, qu'il va y avoir une révision des lois de la bioéthique, une révision des lois de 2011. Et à chaque fois que le législateur révise les lois, c'est inscrit dorénavant que le CCNE doit anticiper cette révision des lois bioéthiques. Et donc, il l'anticipe notamment par la mise en place de grands débats au travers de toute la France, et il y en a partout, et aussi bien évidemment il fait des auditions, et donc on a reçu près de 350 demandes, et donc le comité est activement tous les jours, alors c'est pas tous les jours, que moi je le fais qu'une fois par semaine, mais en l'occurrence on est une quarantaine, hein, donc tous les jours il y a des petits groupes qui auditionnent tous ceux qui demandent à être auditionnés pour présenter leurs propositions sur la bioéthique. Et patatras, notre ami du transhumanisme est arrivé là-dedans. Et bien évidemment, ces propositions étaient somme toute assez politiquement correctes, au sens où, en gros, on le verra, c'est un principe très proactif, volontairement proactif sur l'invention, sur le principe de recherche, mais c'est aussi une des grandes spécificités du manifeste des transhumanistes, on en parlera tout à l'heure, qui a été créé en 2002, et ce manifeste pose que tout homme a le droit d'être augmenté, s'il le désire bien sûr. Donc, pensez tout d'un coup l'augmentation, et qu'est-ce qu'on entend par augmentation ? L'augmentation, c'est de fait, en anglais on dit enhancement, et est-ce que cette augmentation est une amélioration ? C'est une des questions qu'on posera. Est-ce que cette augmentation est une réparation du dernier cri ? Parce que c'est vrai que quand nous achetons un ordinateur, nous avons envie quand même d'avoir le dernier cri. Si on vous refile l'ordinateur qui a été celui d'il y a 10 ans, vous dites, vous êtes gentil, mais non. Bon, on peut considérer que la réparation la plus optimum du moment, c'est presque toujours une augmentation, puisqu'elle est toujours une augmentation par rapport à la dernière réparation qui s'est passée il y a 10 ans. On a toujours envie d'être soigné du mieux possible. Donc, établir la frontière entre augmentation et réparation n'est pas une question si simple que ça. Sans parler du fait, après, de se poser la question du modèle économique de tout ça. Parce que nous avons un modèle économique de la sécurité sociale qui est basé sur, effectivement, la réparation, c'est-à-dire qu'on revient à ce que l'on pense être des besoins obligatoires et puis, effectivement, des handicaps qu'on a identifiés. Bon. Mais à partir du moment où on pénètre dans le monde de l'augmentation, quelle est la norme ? Quelle est la norme à partir de laquelle on considère qu'il faut être réparé, augmenté ? À partir de quand ? Quel est le sujet moyen qui va venir nous expliquer comment on va arbitrer les remboursements, etc., etc., si on pénétrait dans quelque chose de définitivement plus transhumaniste. Alors d'abord, le transhumanisme, qu'est-ce que c'est que cette philosophie ? Ça renvoie aux années, le terme est arrivé dans les années 50, avec le frère de quelqu'un que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Huxley, et qui avait fait un grand texte sur l'utopie. Là, c'est son frère, Julian, et qui a écrit un livre, et il a précisément, il était biologiste, on est dans les années 50, et il propose le terme de transhumanisme pour précisément expliquer une vision du monde selon laquelle l'être humain est trop sujette au vieillissement, à la maladie,
à la mort et, disons, est obligé de subir toute une série de limitations dites constitutives de l'homme, et le transhumanisme pose que non. En fait, ces contraintes ne sont pas constitutives de l'homme. La finitude qui est posée depuis toujours comme corollaire à l'humanité, le transhumanisme dit non. Non, peut-être pas. Le vieillissement n'est pas corollaire de l'homme. La maladie, peut-être même la naissance, peut-être que demain on pourra penser la naissance avec un utérus artificiel, peut-être qu'on pourra penser la naissance sans reproduction avec un clonage. En tout cas, toutes ces limitations qu'on nous a posées comme structurelles de l'homme, en fait, non. Nous posons que l'homme, par essence, est une puissance de dépassement des limites. Par essence, l'homme, de tout temps, a transcendé les limites constitutives qui étaient les siennes. Et donc, à ce moment-là, il ne s'agit absolument pas de s'accommoder de ces limites. Ce n'est pas du tout ça, l'humanité. Et d'ailleurs, c'est une vieille histoire. Depuis la nuit des temps, on fait ça. Et sauf qu'aujourd'hui, on a un nouvel outil qui s'appelle la technique, et que cette technique, en revanche, va peut-être nous faire nous modifier de façon, alors là, pour le coup, assez exceptionnelle et irréversible. Alors que jusqu'à présent, on avait essentiellement des modifications extérieures à nous. Mais l'éducation, le transhumanisme dit l'éducation, mais c'est la plus belle des modifications de l'espèce. Toute personne qui défend l'enseignement et l'éducation est transhumaniste, et il s'ignore. Bon, et donc c'est pas si simple que ça, parce que, bon, bien évidemment, on comprend l'astuce et l'arnaque, mais en même temps, bien évidemment que non. Quand on réinterroge même la question génétique et épigénétique, on voit très bien que la question de l'évolution par rapport à l'éducation, etc., elle est... La plasticité cérébrale, enfin tous les travaux aujourd'hui nous montrent que bien évidemment ce sont des choses qui bougent. Mais là il s'agit d'aller encore peut-être un peu plus loin avec certains, sachant qu'en plus dans le transhumanisme, c'est comme toujours, c'est un spectre. Il y a les très, certains diraient fous furieux, qui considèrent que le bioconservatisme est absolument un anti-humanisme, que le vrai humanisme, c'est le transhumanisme, parce que précisément on considère que l'homme n'a aucune limite, et alors que les bioconservateurs considèrent que, ben non, l'homme est défini de manière a priori. Les transhumanistes disent pas du tout, l'homme il est défini de manière a posteriori. C'est toujours une construction, personne ne connaît la fin de l'histoire. Donc non, il ne s'agit pas de protéger une essence comme si elle était définitive, figée et que ça ne doit pas bouger, ça c'est des bioconservateurs. Nous, au contraire, dans une approche beaucoup plus libérale, certains étant même jusque libertaires, on verra qu'il y a les deux choses. Vous avez des libéraux transhumanistes, vous avez des libertaires transhumanistes, ce n'est pas les mêmes. Et puis, en tout cas, qui considèrent que l'attitude appropriée humaniste face aux limites, c'est de les dépasser. Voilà, donc ça c'est la manière. Alors après se greffe là-dessus quelque chose qui est une révolution scientifique. Parce que je dirais que, en gros, l'immortalité de l'homme, on n'a pas attendu les transhumanistes ni pour y réfléchir, ni pour rêver que cette histoire allait mieux se terminer. Depuis la nuit des temps, la littérature, l'art s'occupent de cette question. La philosophie. La philosophie, son job premier, c'est véritablement toujours d'interroger la question de la finitude de l'homme. La question de la psychanalyse, ça va être de voir comment on sublime ça. Comment on fait que ça ne crée pas de l'amertume, comment on fait que ça ne met pas en place un ressentiment. Et qu'au contraire, on sublime le rapport à la finitude et on peut sublimer par le fait d'avoir des enfants, on peut sublimer par l'art, on peut sublimer par le fait d'enseigner. Bref, on a tous nos petites manières de créer du lien avec une illusion d'éternité. Ça peut se passer par l'amour. Tout d'un coup, il y a une espèce de stance et puis on a l'impression d'être éternel. Bon, c'est vite rattrapé, mais bon, quand même. Bon, non. Alors donc tout ça, je veux dire par là que, en gros, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que depuis la nuit des temps, qui s'occupe de l'immortalité ? Le symbolique. L'homme a cette fonction de symboliser les choses.
Et la manière de symboliser lui permet de s'extraire de la réalité ici et maintenant, mortelle, et la symbolisation lui permet d'échapper à la finitude. Cette symbolisation, elle est essentielle à l'homme. Elle se fait généralement par le langage, mais elle peut se faire par la sculpture, elle peut se faire partout. L'homme est un être symbolique. Et aujourd'hui, en gros, avec le transhumanisme, on est peut-être en train de se faire chipper le ballon. Le ballon au sens que la technique dit « mais ça suffit là, laissez tomber le symbolisme qui gère tout ça. Nous, la technique, on va faire de la vraie immortalité. Et on va y aller. Et on n'a plus besoin de symbolisation. Donc c'est pour ça que le transhumanisme flirte aussi avec ce qu'on peut appeler de la désymbolisation. C'est une matérialisation extrême. Comme si on pouvait tout d'un coup tout transformer, tout dépasser par la technique. Comme si la technique était la manière de tout sublimer. Non, pas nécessairement. Donc ça, c'est des questions un peu plus compliquées, mais qui renvoient aussi à ce qui se cache derrière la notion de transhumanisme. Alors quand j'ai dit c'est une révolution scientifique, c'est ce qu'on appelle la révolution des NBIC. Vous l'avez dû entendre, c'est une espèce de slogan qu'on entend partout. NBIC pour dire N comme nanotechnologie, B comme biologie, I comme tout ce qui concerne l'informatique, et puis C comme les sciences cognitives, toutes les neurosciences et puis les sciences cognitives. Et en fait, le transhumanisme n'est possible que parce que nous sommes arrivés à un temps où il y a un phénomène de convergence de ces sciences. Et donc, des territoires exponentiels, absolument non envisageables il y a encore 50 ans, 40 ans, 30 ans, 20 ans. Et on est dans un phénomène d'accélération totale. On pensait ne pas faire le séquençage du génome. On a pensé mettre des années et des années pour le faire. Ça se règle maintenant en une seconde. Vous avez CRISPR. Vous connaissez CRISPR-Cas9. Alors CRISPR-Cas9, qu'est-ce que c'est que ce machin ? C'est une chose toute simple. C'est une enzyme naturelle en plus, pour le coup, et qui permet de couper les brins d'ADN. Ah, mince alors, parce que ça c'est la première fois qu'on peut. On appelle ça aussi par métaphore des ciseaux moléculaires. Sauf que CRISPR-Cas9, vous et moi, demain, on peut faire du CRISPR-Cas9. D'abord parce que c'est pas très cher, c'est très très simple. On vous briefe pendant 4 heures. 4 heures plus tard, vous faites du CRISPR-Cas9. Je ne dis pas que vous allez tout de suite rénover la lignée germinale humaine, de fait. Mais enfin, quand même, c'est quand même absolument délirant. Ce sont des techniques ultra démocratisées, si j'ose dire, parce que, et c'est ce qu'on appelle la biologie de garage. Alors, bien évidemment, CRISPR-Cas9, c'est fait par les plus grands chercheurs du monde, je vous rassure, mais c'est à disposition aussi de quantité d'autres. Et c'est un immense rêve. Pourquoi ? Parce que ça veut dire, c'est ce qu'on appelle aussi l'édition génomique, là aussi par métaphore. Et l'édition génomique, ça veut dire tout simplement que l'homme, aujourd'hui, peut modifier son ADN. Et chose absolument, là pour le coup, irréversible, c'est que CRISPR-Cas9 modifie la lignée germinale. C'est-à-dire que si je fais une opération sur effectivement tel ou tel, on modifie un gène, et généralement un gène pathogène, on va le modifier, et puis on coupe comme ça, puis on le remplace par un gène, cette personne sera capable de transmettre cette modification. Et ça, c'est proprement interdit aujourd'hui par la loi, par toutes les lois, puisque nous sommes tous les pays signataires, enfin pas tous les pays, mais enfin une très très grande partie, en tout cas ceux qui peuvent faire du CRISPR-Cas9, nous sommes signataires de la Convention d'Oviedo, et la Convention d'Oviedo interdit aux humains de modifier le patrimoine génétique de l'homme. C'est déjà fini cette histoire, parce que bien évidemment qu'on va le modifier, et c'est déjà parti. Alors aujourd'hui, attention, qu'est-ce qu'on fait ? Aujourd'hui, le CRISPR-Cas9, parce que c'est fantastique en même temps. Vous savez, il y a eu un appel, il y a eu 800, je parle des associations européennes, 800 associations européennes ont signé un appel pour précisément que la recherche et CRISPR-Cas9 existent.
800, c'est-à-dire que c'est quasiment l'unanimité de toutes les plus grandes associations sur les maladies rares, parce que c'était bien évidemment un immense, puis bien évidemment les questions de cancer, etc., c'est un immense espoir pour quantité de familles. On essaye d'identifier un gène qui est plus pathogène qu'un autre, parce qu'en plus c'est pas si simple que ça, bien sûr, parce que c'est des promesses immenses, mais de fait, c'est aujourd'hui quand même presque possible. Donc, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On s'occupe en fait, donc on prend ce qu'on appelle les embryons surnuméraires, on fait du CRISPR-Cas9 sur les embryons, et on va savoir pourquoi, mais c'est comme ça, parce qu'on estime que, en gros, une espèce de membrane arrive vers 14 jours, et que donc, au-delà de ces 14 jours, on pénètre dans un territoire qui s'appelle peut-être la vie, peut-être un sujet, peut-être ceci, donc on ne fait pas au-delà de 14 jours. Et bien évidemment, on ne réimplante pas, à l'heure d'aujourd'hui, les embryons qui ont été modifiés par CRISPR-Cas9. Aujourd'hui, aucune femme, en tout cas officiellement, parce que je ne sais pas, mais aucune femme officiellement n'a subi une FIV avec des embryons qui auraient été bien évidemment modifiés par CRISPR-Cas9 et réimplantés dans son utérus. Je vous dis tout de suite que dans moins de, je ne sais pas, 5 ans, cette histoire sera terminée. Et là, on pénètre dans un monde qui est celui, entre guillemets, d'un possible transhumanisme. Bon, alors c'est pas du cyborg, c'est pas tout ce que nous raconte, c'est simplement une modification d'un gène, mais enfin on n'est jamais à ce jour allé aussi loin dans cette possibilité-là. Donc ça, c'est le monde dans lequel nous vivons et qui est déjà extraordinairement... voilà, on n'a pas besoin, si j'ose dire, des transhumanistes pour comprendre qu'on est déjà dans un pied de transformation radicale de l'humanité. Alors, qu'est-ce que disent les transhumanistes? Les transhumanistes, ils disent, écoutez, rien de nouveau sous le soleil. Rien de nouveau sous le soleil parce que vous lisez, et d'ailleurs beaucoup d'entre eux, on va en citer quelques-uns. Alors, un des plus connus, ce qu'on appelle souvent le pape du transhumanisme, qui s'appelle Ray Kurzweil, que vous avez peut-être, donc K-U-R-Z-W-E-I-L. Kurzweil est une espèce comment dire, d'ingénieur. D'abord, c'est un ingénieur, c'est un professeur au MIT, donc c'est pas du tout des farfelus. Ray Kurzweil, lui, effectivement, défend depuis très longtemps. Il a mis en place une grande université qui s'appelle The Singularity University, qui est donc l'université de la singularité. La singularité étant une notion mathématique qui, justement, explique qu'il y a un point où, précisément, ce qui viendra dire la vérité de l'homme, ce n'est plus l'homme lui-même, mais c'est précisément des technologies qui viendront emmener l'homme vers une post-humanité. Et que c'est ça, ce point singulier, c'est ce moment-là où l'intelligence artificielle même ce sera une intelligence artificielle haute, non pas basse, c'est-à-dire pas qu'une puissance de calcul. Vous le savez, ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle, c'est essentiellement de la puissance de calcul. Et là, en revanche, on parle d'une intelligence artificielle haute qui n'existe pas encore et qui serait une sorte de combinaison de toutes nos intelligences. Voilà, intelligence sociale, intelligence mathématique, intelligence relationnelle, intelligence empathique, enfin bref, intelligence culturelle, enfin tout cet holistique qui fait que l'intelligence humaine est une chose que nous n'arrivons pas encore à attraper. Ben ça serait possiblement, les transhumanistes y croient, mais dur comme fer, que l'intelligence artificielle haute est totalement possible. Et Stephen Hawking, qui nous a quittés, lui aussi avait fait plusieurs déclarations en disant « Écoutez, oui, moi je crois aussi que c'est possible et que c'est peut-être la fin de l'humanité. » Donc vous voyez que même des esprits profondément brillants et qui ne sont pas... comment dire, pris dans une panique, technophobe, etc. Stephen Hawking, c'est un très très grand technophile.
eh bien, il disait, écoutez, moi je vois très clairement et la fin de l'humanité et d'abord une troisième guerre mondiale en direct avec cette nouvelle course à l'espace, d'ailleurs qui se fait aujourd'hui, non pas une course à l'espace, mais une course à l'intelligence artificielle, parce que c'est vrai que c'est absolument... voilà, c'est quelque chose d'assez très très grand. Bon, alors donc voilà, donc aujourd'hui ce transhumanisme, c'est de la bio-ingénierie, c'est des prothèses médicales, c'est de l'intelligence artificielle, c'est bien évidemment tout ce qui concerne l'artificialisation de la vie, c'est-à-dire le fait que l'on peut fabriquer de la vie. Et maintenant, on va en dire quelque chose, on va rentrer un tout petit peu plus dans le détail. Alors, on a plusieurs types de penseurs. On a des scientifiques, des philosophes, en tout cas des penseurs qui ne sont pas que des scientifiques, mais il y a aussi des financiers. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi très spécifique, c'est que derrière le transhumanisme, c'est un marché et une financiarisation de la technique qui est absolument délirante. Et bien évidemment, on ne serait pas dans cet immense délire s'il n'y avait pas non plus cette immense puissance de frappe, puisque en gros, c'est une grande partie de la Silicon Valley, c'est une grande partie des GAFA, les très très grands patrons liés aux GAFA, Google, Amazon, etc., sont non pas des transhumanistes, mais quand même, ils sont des sympathisants, comme on dit. Bon, et donc ils financent beaucoup de choses. Et donc c'est Larry Page de Google, c'est Peter Thiel, c'est Peter Diamandis, etc., etc. Donc c'est toutes ces personnes qui font partie et ces soutiens financiers sont absolument, bien évidemment, parce que c'est énormément comment ça s'appelle, d'investissements très très lourds, c'est absolument indissociable de ce nouveau techno-pouvoir qui est le transhumanisme. Alors, d'abord, vous avez eu ce grand texte, donc on l'a dit, ce texte d'Huxley, on est en 1957. Alors, j'ai cherché s'il y avait une traduction française. Le livre s'appelle New Bottles for New Wine. En gros, on pourrait traduire ça par nouvelle bouteille pour du nouveau vin. Bon, c'est pas. J'ai tout à l'heure parcouru Vous l'avez en ligne pour ceux qui sont. Comme c'est un livre de 57, il est en PDF gratuitement sur le net, pour ceux qui ont envie de lire New Bottles for New Wine. Mais j'ai cherché désespérément une traduction française et je ne l'ai pas trouvée. Pourquoi les Français sont un peu comme ça, un peu de fait, naturellement plus bioconservateurs. Et surtout, les Français ont encore cette idée que, et je vous la soumets, qu'il y a une naturalisation de l'éthique. Je veux dire par là que ce qui est naturel serait bon. Et bien évidemment, c'est une position qui n'est pas du tout partagée par le transhumanisme qui considère que ce qui est lié à la nature n'est pas bon. C'est bon, mais ça peut être mauvais. Et que donc à ce moment-là, il n'y a absolument aucune raison de se bagarrer pour bioconserver, parce qu'au contraire, on est peut-être en train de bioconserver quelque chose qui est profondément antinomique de l'homme. Alors, et puis après, vous avez des grands textes, donc de Singularity is Near, la singularité est proche, c'était publié par Kurzweil en 2005. Vous avez un autre grand livre, on va y revenir, qui s'appelle Principe extropien, qui lui a été traduit, on est en 2013, par Max More. Max More est un grand transhumaniste qui précisément est le transhumanisme le plus politique, pas le plus politiquement correct, mais voilà, pour lui, rien de nouveau sous le soleil, c'est un continuum avec l'ancien. Vous connaissez tous le grand auteur de la Renaissance, Pic de la Mirandole. Si vous vous souvenez de ce grand texte de la dignité de l'homme, vous regardez les premières pages, Pic, on est en pleine Renaissance, et qu'est-ce que dit Pic ? Il dit, c'est très simple, quelle est la définition de l'homme ? L'homme invente sa propre forme. Voilà ce que c'est que l'homme. Alors attention, bien évidemment, quand il dit cette définition, il ne pense pas du tout
qu'il va inventer son propre corps, par exemple, ou qu'il va inventer sa propre matière. Il dit qu'il va inventer sa propre forme. Donc c'est essentiellement un travail spirituel, c'est un travail de cognition. Mais c'est vrai que si on veut l'interpréter de façon anachronique, on peut se dire que, après tout, pourquoi ne pas pénétrer dans le champ de l'invention de sa propre matière, de son propre corps. Bon. Teilhard de Chardin, autre auteur assez connu, on est beaucoup plus tard, mais Teilhard de Chardin, pareil, définissait l'homme comme une puissance de métamorphose quasiment intergalactique, donc rien de nouveau sous le soleil. Max More, lui, pour penser son transhumanisme, il s'est inspiré non pas de Pic de la Mirandole, de Teilhard de Chardin, ou même de Condorcet. Quoique, pourquoi je dis ça, Condorcet? Parce qu'il y a ce grand livre sur le perfectionnement de l'homme comme étant, là aussi, la vérité de la civilisation, de l'humanité, etc. C'est un des grands leitmotiv des Lumières. Les Lumières se sont toujours présentées comme ceux qui considèrent que le perfectionnement de l'homme est infini. Et que le travail de l'homme, c'est de perpétuer ce perfectionnement. C'est une notion des Lumières. Vous la trouvez chez Condorcet. Bon. Eh bien, il est allé chercher un autre grand philosophe qui est Nietzsche, bien sûr. Et Max More dit, non, moi je m'inspire de Nietzsche. Nietzsche, dans le Zarathustra, explique que il faut aller vers le surhomme. Et je cite, c'est le Zarathustra, « Je vous enseigne le surhumain. L'homme n'existe que pour être dépassé. Qu'avez-vous fait pour le dépasser? Tous les êtres jusqu'à présent ont créé quelque chose au-dessus d'eux. Et vous voulez être le reflux de ce grand flot et plutôt retourner à la bête que de surmonter l'homme? Qu'est le singe pour l'homme? Une dérision ou une honte douloureuse? Et c'est ce que doit être l'homme pour le surhomme. Donc nous sommes les singes du futur surhomme. Voilà. Vous avez tracé le chemin qui va du ver jusqu'à l'homme. Et il vous est resté beaucoup du ver de terre. Voici que je vous enseigne le surhomme. Le surhomme est le sens de la terre. Que votre volonté dise que le surhomme soit le sens de la terre. Bon, ça c'est très nietzschéen, c'est presque de la poésie. C'est le Zarathustra qui s'exprime et qui dit tout simplement que voilà, la vérité de l'homme, c'est d'abord le surhomme. Le surhomme chez Nietzsche, c'est pas du tout un transhumaniste. Hein. Le surhomme chez Nietzsche, c'est quelqu'un qui est capable de briser les simulacres, de briser la falsification, les croyances, qui peut résister à la mort de Dieu, qui peut résister à la mort d'ailleurs de toutes les idéologies. Mais bien évidemment, beaucoup de totalitarisme, et notamment le nazisme, ont lu le surhomme nietzschéen de façon beaucoup plus totalitariste, justement, et fascisante, considérant que la norme de l'homme devait être précisément une surnorme, et que donc tous ceux qui étaient identifiés comme faibles, vulnérables, handicapés de quelque manière que ce soit, bref, eux, il fallait les décimer. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils ont fait. Bon. Donc, la compréhension, bien évidemment, Nietzsche n'a jamais dit ça. Nietzsche avait une vision symbolique du surhomme, et non pas, bien évidemment, eugéniste ou techniciste du surhomme. Mais dès que vous commencez à faire de la vision techniciste du surhomme, eh bien, vous prenez des critères, entre guillemets, rationnels, hein, vous mesurez, et donc bien évidemment vous faites ce qu'on appelle de la chosification, vous transformez l'être humain en chose, parce que sinon de toute façon vous ne pouvez pas le mesurer. Un être humain ça ne se mesure pas, donc, sauf effectivement on mesure sa taille, voilà, et la taille ne dit rien de l'humanité d'un homme, aux dernières nouvelles. Donc ça dit, voilà, un point alpha. Mais quand vous commencez à tout vouloir quantifier, ce qu'on appelle aujourd'hui en bon français le quantified self, le soi quantifié, hein, comme si le soi quantifié disait la vérité de nous-mêmes. Alors ça va quand on marche et puis qu'on calcule nos pas, tout ça c'est plutôt rigolo, bon enfin ça s'arrête là. Hein. Eh bien non, ça s'arrête pas là. Ça s'arrête pas là demain, et surtout avec un idéal de transhumanisme, mais sans aller dans l'idéal du transhumanisme, vous prenez simplement demain ce qu'on appelle l'Internet des objets connectés.
Et cet Internet des objets connectés, c'est que dorénavant, vous collectez sans cesse des données personnelles sur tout ce que vous faites. Alors bien évidemment, toujours avec cette merveilleuse idée de vous rendre plus immortel, plus savant, moins malade, enfin tout ça. Mais après, avec le fait que ces données personnelles, où est-ce qu'elles vont, qui les possède, comment elles ne sont pas couplées avec d'autres pour, en dernière instance, vous discriminer sur telle ou telle question, tout ça, aujourd'hui, c'est une boîte noire. Hein. On ne maîtrise absolument pas cette question-là. Bon. Alors, je reviens à Max More et ses principes extropiens. Ça vient de quoi? Ça vient du terme extropie. Alors l'extropie, c'est quoi? C'est très simple, hein, c'est le contraire de l'entropie, avec un E. Et l'entropie, c'est tout simplement que tout système, à un moment donné, de façon entre guillemets naturelle, est voué à aller vers son niveau le plus haut de désordre. Il suffit qu'avec le temps, de manière endogène, les choses dysfonctionnent. Eh bien, l'extropie, vous imaginez bien que c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire de considérer, non, pas du tout, au contraire. Plus on avance et plus on va aller vers une optimisation du système. Donc les transhumanistes croient en ce progrès illimité et en considérant encore une fois que la vérité de ce progrès est d'abord technique. Qu'il y a une anthropotechnique. Vous avez un grand auteur, philosophe belge qui s'appelle Gilbert Hautois, H-O-2-T-O-I-S. Et Gilbert Hautois a écrit un livre il y a quelques années maintenant, peut-être 15 ans, 20 ans, qui s'appelait Species Technica, espèce technique, pour dire précisément que l'homme était en train de devenir une species technica, une espèce technique, et que, là aussi, rien de grave. Pourquoi? Parce que toute l'anthropologie est une anthropotechnique. Et que donc, l'homme, de façon tout à fait humaine, utilise la technique depuis toujours pour se transformer. Là aussi, rien de nouveau sous le soleil. Donc voilà, les transhumanistes, encore une fois, très souvent, voilà, pour eux, il n'y a pas de rupture de paradigme, il y a une simple continuation, sauf que cette continuation va nous emmener peut-être vers un post-humanisme. Mais qu'après tout, ce post-humanisme, il est tout simplement peut-être la vérité de l'homme, et en tout cas, eux-mêmes disent, on ne sait pas. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que décider de manière arbitraire que ce n'est pas le chemin humain, ça, en revanche, c'est un anti-humanisme. Donc, il le pose de façon très, très, très violente. Alors, l'humanité, je prends le terme, la manière dont exprime Max More, l'humanité est une phase de transition entre la condition animale et un état post-humain. Donc, en gros, l'humanité n'est pas figée, c'est quelque chose qui bouge. C'est une phase de transition dans le développement évolutionnaire de l'intelligence. Donc, en gros, l'intelligence n'a pas dit son dernier mot. Hein, et en fait, et vous connaissez sans cesse ces papiers dans la presse, oui, nous n'utilisons que 5% de notre cerveau, etc., etc., etc. Bon, alors c'était où là, mon Dieu? Et donc, de fait, voilà, donc résultat, il faut pouvoir changer la nature humaine, pas de bioconservatisme, on l'a dit, pas d'essentialisme naturel de l'éthique, et puis la remise en question des contraintes biologiques, traditionnelles, génétiques, intellectuelles. Non, les contraintes ne sont pas structurelles. La finitude ne vient pas dire l'humanité de l'homme. Donc changement métaphysique total. Hein. Ce qu'il vient dire, c'est... Alors ça, c'est le premier temps. Le deuxième temps, c'est une vision très droit de l'homiste. C'est-à-dire, c'est de poser, je l'ai dit tout à l'heure, l'augmentation comme un droit de l'homme. Ce qui nous déstabilise un peu, si vous voulez, parce qu'on présente souvent les transhumanismes comme les fous furieux quasi-eugénistes. Et en fait, c'est pas tout à fait ça. C'est un tout petit peu plus compliqué. Ils sont beaucoup plus libéraux et libertaires. Ils sont, en philosophie, on appelle ça l'individualisme méthodologique, c'est-à-dire de considérer que les droits de l'individu sont prioritaires, que la conscience de l'homme est prioritaire. Et donc, en gros, ils sont pour une vision hyper responsabilisante, hyper positive. L'homme doit pouvoir contrôler sa vie. Pas du tout dans l'optique de nuire à autrui,
Mais l'homme doit pouvoir avoir accès à la maîtrise de sa vie. Ce truc qui consiste de dire « oh là là, on ne sait pas quand on est, on ne sait pas quand on meurt », ça concerne peut-être les religions, mais certainement pas la science, en gros. Voilà ce que ça dit. Ça dit « non, non, là on est dans du délire ». Voilà. Ceux qui pensent que la naissance ne nous concerne pas, la mort, oh, on ne sait pas quand la mort nous prendra, etc. Et ils disent « vous êtes gentils », mais ça, c'est, encore une fois, c'est du domaine de la croyance religieuse. C'est du domaine du dogme. Mais pourquoi je ne saurais pas quand est-ce que je vais mourir? Qui êtes-vous pour me dire que je n'ai pas le droit de savoir quand est-ce que je vais mourir, etc., etc. Donc, les transhumanistes considèrent que, voilà, le contrôle de sa propre vie est un droit de l'homme. Pas le contrôle de la vie d'autrui. Attention, c'est pour ça que c'est pas simple. Mais voilà. Et donc, on est vraiment dans cette idée presque d'un néo-cartésianisme, hein, d'un néo-prométhéisme, puisque de tout temps, l'homme a considéré qu'il devait être non seulement maître de sa propre vie, mais maître de la nature, etc., etc. Donc là aussi, le transhumanisme est peut-être la vérité du cartésianisme d'antan. Bon. Par ailleurs, c'est une affirmation progressiste le progrès existe. J'ai perdu mon timing. Le progrès existe et la manière la plus essentielle de dire le progrès, c'est la technique et c'est la science. Et donc, on l'a dit, anthropotechnique, et la technologie est l'extension naturelle de l'homme, hein, l'expression de sa volonté. Donc ça, il y a un caractère bénéfique de la science. Vision, pour ce qu'on appelle le positivisme. Vision positive, d'emblée, de la technique. La technique, c'est toujours bien. Alors que, bon, la technique, pas forcément. Alors, ils sont d'accord hein, pour dire qu'il faut faire attention, etc., etc. Mais quand même, il y a un bien commun qui s'appelle la science et la connaissance. Et ça, on ne peut pas empêcher, et c'est pour ça qu'ils défendent non pas le principe de précaution, mais le principe de proaction, non seulement de recherche, d'intervention de recherche appliquée. Hein, les deux temps. Il n'y a pas simplement... et d'ailleurs, alors c'est là où il varie entre libertaires et libéraux. Les libéraux vont avoir tendance à dire, écoutez, c'est important même éventuellement d'être les cobayes de la science pour faire évoluer le bien commun, alors que les libertaires, qui sont beaucoup plus hippies, disent, non, non, vous êtes gentils, chacun fait ce qu'il veut. Vous voyez, donc il y a un petit peu de tout chez les transhumanistes. Il y a ceux qui considèrent que non, à un moment donné, se mettre une puce sous-cutanée et avec la possibilité de soi-disant télécharger son esprit ou d'uploader, parce qu'ils adorent en plus utiliser les termes des machines pour dire quelque chose d'humain, ce qui est quand même toujours un peu flippant. Mais donc voilà. Dernier point quand même, c'est que c'est une politique derrière tout ça. C'est le fait, encore une fois, qu'il faut préserver la liberté individuelle et en même temps, il faut offrir au plus grand nombre la possibilité de bénéficier de ce droit à l'augmentation. Donc c'est quand même des gens qui s'intéressent un peu à la justice sociale, hein. Considèrent que les pires des inégalités, ce sont les inégalités biologiques, celles qu'on nous vend précisément comme naturelles. Et pourquoi ces inégalités naturelles, on ne ferait pas tout pour les transformer, alors qu'on fait tout pour tout. En tout cas, on dit qu'on fait tout pour transformer éventuellement les inégalités culturelles, sociales, économiques. C'est ça le programme de la justice sociale. Eh bien, ils disent, mais pourquoi on s'arrête? Et pourquoi les inégalités biologiques, qui sont peut-être les pires de toutes, les plus discriminantes, ah ben ça, pas touche, ah ben non, ça c'est bon, hein, ça c'est la nature qui a décidé, donc ça on fait pas, ça. Ils disent, mais c'est terrible. En fait, c'est la justice sociale, entre guillemets, elle commence là. Elle commence sur cette différence entre toi qui vas naître avec des gènes pathogènes, moi qui n'ai pas des gènes pathogènes, toi qui vas avoir un handicap, moi qui n'en ai pas, toi ceci, toi cela. Et bien évidemment, les autres de dire, mais on va se retrouver avec une société eugéniste. Puisque bien évidemment, la majorité d'entre nous, on va considérer que on va trier avant la naissance tous ceux qui peuvent naître, tous ceux qui ne peuvent pas naître, et puis on va se retrouver tous pareils, parce qu'on préfère tous être grands avec des yeux bleus, blonds, enfin bref, toujours les mêmes délires, quoi.
Parce que c'est comme ça, parce que, comment dire, René Girard appelait ça la rivalité mimétique. Hein, la rivalité mimétique, c'est ce qui constitue les communautés, c'est-à-dire que nous désirons tous la même chose. Je fais juste une petite digression là-dessus, parce que René Girard était un grand professeur, il est mort, hein, académicien, etc., qui est parti aux États-Unis principalement pour faire son enseignement à Stanford. Et c'était d'abord un grand professeur de littérature avant d'être une sorte de philosophe, un petit peu anthropologue, etc. etc. Et il avait trouvé cette loi de la rivalité mimétique en lisant Proust. Alors ceux qui ont lu Proust, à la recherche du temps perdu, de fait, il y a cette phrase magnifique à un moment donné de Swann. Pour ceux qui se rappellent un peu, Swann est un homme un peu particulier, bon, et qui est amoureux d'Odette. Bon, et Odette, c'est une demi-mondaine, pour le dire gentiment. Donc demi-mondaine, hein, c'est-à-dire une femme qui est essentiellement, on va dire quoi, financée, non, je ne sais pas comment dire ça, entretenue, voilà, cherchez le mot, pardon. Mince. Entretenue, elle est entretenue par certains hommes, hein, c'est pas toute la place de Paris, mais en l'occurrence certains hommes, et puis bon, mais Odette est très belle, et Swann est fou d'elle, et vraiment il va se mettre le pauvre en 4, en 18, en 25 pour l'épouser, pour tenter de lui donner une vie, etc., etc., et puis bien évidemment tout ça ne terminera pas très bien. Et puis, on est vers la fin du livre, je pense qu'on est dans le temps retrouvé, ou je ne sais plus exactement, mais en tout cas vers la fin. Et Swann est dans le train, il vient enfin de quitter Odette, et puis de laisser partir ce rêve-là d'aimer une femme, et enfin en tout cas cette femme-là. Et il dit, voilà, j'ai passé ma vie à aimer une femme qui n'était pas mon genre. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il a passé sa vie à désirer quelque chose qui n'était pas fait pour lui, quoi. Et que maintenant il le sait, sauf que maintenant il a 60 ans, 70 ans, je ne sais plus quel âge il a, et que la vie est finie. Et c'est ça, notre vie. C'est-à-dire que, et René Girard dit, voilà, le problème c'est qu'on croit que notre désir c'est notre désir, mais pas du tout. Souvent, notre désir, ce qui se dit comme notre désir, c'est le désir des parents, c'est le désir d'un conjoint. C'est le désir d'un surmoi que nous avons, on dit mais vraiment il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Moi je suis psychanalyste, hein. Tous les jours j'en ai sur le divan qui arrivent à 50 ans, 60 ans et qui disent mais qu'est-ce que je fabrique quoi. J'en ai mais ras-le-bol, je fais un truc qui me plaît pas, pour des trucs qui me plaisent pas, et j'en ai ma claque, mais je sais pas comment sortir de cette vie qui est quand même la mienne. En dernière instance. Bon, bref. Donc ça s'appelle la rivalité mimétique, c'est-à-dire qu'on désire ce que les autres désirent. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de reconnaissance sociale, parce qu'on a besoin de croire que, voilà, faut, je sais pas, une grosse voiture, ceci, cela, enfin bref, c'est tout ce qu'on appelle l'aliénation sociale. Et c'est pas si simple de fonctionner sans, parce que bien évidemment qu'on a besoin des autres pour être reconnu, mais en même temps, l'enfer, comme dirait l'autre, c'est les autres aussi, et donc il faut faire très très attention par rapport à ça. Et donc demain, si tout d'un coup on commence, voilà, si on vous dit, c'est ce que vous disent les transhumanistes d'ailleurs, ils vous disent, mais attendez, vous ne voulez pas faire de l'augmentation, aucun problème, n'en faites pas. Ouais, d'accord, mais si tous les petits-enfants là autour, ils font de l'augmentation, et moi je décide délibérément de pas faire de l'augmentation à mon enfant, il va, voilà, alors je vais dire, ouais, super, on est des bio, ouais, tu parles qu'on va être des bio longtemps. Bon, donc je caricature un peu, mais de fait, on voit très bien que le process de normalisation, de banalisation de cette surnormalisation se met en place très facilement. Bon, je vois que le temps tout tourne, j'avais dit que je parlais 40 minutes et on a déjà éclaté le temps. Alors je termine rapidement parce qu'il y a des élèves qui ont fait un gros travail de questions et vous aussi. Et donc, je vais juste vous dire encore quelques mots sur ce transhumanisme. Alors, on parlera peut-être dans les questions sur précisément qu'est-ce qu'on peut leur opposer à tous ceux qui considèrent que la frontière entre le vivant et la machine et l'intelligence artificielle n'est pas
n'est pas problématique et qu'elle est au contraire destinée à disparaître. Vous avez une notion, par exemple, pour dire le sujet. Moi, je travaille beaucoup sur la question de la subjectivation. Qu'est-ce que c'est que ce sujet? Je suis la première à dire, d'ailleurs, que je ne sais pas si nous avons un sujet. Je ne sais pas. C'est vrai. Je ne sais pas. Nous avons une enveloppe corporelle, bon, et qui nous donne l'illusion d'un sujet. On dit, ah oui, tiens, c'est un tel, une telle, ah oui, tout ça. En fait, bon, à l'intérieur, je le dis souvent, on est plus nombreux, hein, bon, voire il n'y a personne. Hein, bon, c'est un peu, hein, il y a les deux cas. Hein, il y a atomisé, hein, mosaïque, boule à facettes, ou, comment dire, il n'y avait personne, pilotage automatique, et j'y suis pas, quoi. Bon. Donc, en gros, c'est pas si évident que ça, cette histoire du sujet. Sauf qu'en philosophie morale, on considère que c'est tout de même plus régulateur de considérer qu'il y a un sujet et qu'il y a une liberté et qu'il y a une égalité, alors qu'il suffit de regarder le monde pour comprendre que la liberté, c'est peut-être pas au rendez-vous de cette vie-là, que l'égalité non plus, que l'état de droit non plus. L'état de droit est une fiction. C'est une fiction, mais elle est nécessaire. Elle est nécessaire pour que la barbarie ne l'emporte pas encore plus. Donc, si vous voulez, c'est bien évidemment que nous savons tout ça. Nous ne sommes pas fous. Nous savons que ce sont... Mais nous savons aussi que c'est ce qui nous permet de nous tendre, de tenir au minimum une petite exigence d'humanisme. Si demain, tout d'un coup, tout devient technique, etc., est-ce qu'on aura la même exigence d'humanisme? Bon, c'est vrai que c'est une question. Et par exemple, Ray Kurzweil dit, bah, écoutez, non, le sujet, oui, il sera toujours là, le sujet, c'est pas très grave, mais d'ailleurs, ne l'appelons plus le sujet, ah bon, ben déjà, c'est un bon signe, appelons-le le pattern. Je ne sais pas si certains font, voilà, le pattern. Alors, je ne sais même pas comment le traduire en français, le pattern. C'était le motif, le modèle, voilà. Et donc, sous-entendu, ce truc-là, ça change tout le temps, quoi. Pattern, c'est c'est bougeant, c'est plastique, ce qui est vrai aussi. Si tout d'un coup, on a une vision purement neurocognitiviste de l'homme, ça passe par son activité cérébrale, bon, etc., etc. Et d'ailleurs, il dit à un moment donné, Ray Kurzweil, c'est pour ça pour vous dire qu'il y a vraiment toutes les dimensions dans le transhumanisme. Max More ne dirait pas ça. Max More, on est plutôt allé dans un transhumanisme thérapeutique, hein, comme ceux qui défendaient le clonage thérapeutique versus le clonage reproductif. Hein, Max More, c'est, allez, on essaye d'utiliser toutes ces techniques-là pour rendre un homme meilleur, etc. Bon, Ray Kurzweil, il dit, mais bon, pourquoi des organes, si on y pense bien? Peut-être pas nécessaire, cette histoire. Pas faux. Pourquoi un cœur? On est sûr qu'il y a mais non, un cœur, c'est pas nécessaire. Un cœur, il vaut mieux un cœur qu'on peut remplacer, puisque quand il déconne, allez hop, on change le cœur. Donc avoir un cœur, peut-être pas nécessaire. Avoir un cerveau, oui, il n'a pas encore le truc. Le cerveau, on garde. Mais le cœur, les reins, on pourrait trouver des reins artificiels. En plus, on pourrait changer ça. Bref, il va très très loin jusqu'à ce que Deleuze, par exemple, et Guattari, pour ceux qui ont lu Mille plateaux, pour ceux qui ont lu l'Anti-Oedipe, et pour ceux qui ont lu Artaud, dans sa folie, parlait d'un corps sans organes. Et quand Artaud disait ça, pourquoi il disait ça? Parce que précisément, il disait, voilà, le corps anatomique, mais ce n'est qu'un corps douloureux. Et il haïssait ce corps. Il disait, c'est un corps tombeau, c'est un corps qui me tue, qui m'enferme, qui me fait mal. Moi, je voudrais un corps sans organes, je voudrais un corps atomique et pas anatomique. Et ça serait merveilleux, un corps sans organes. Quel bonheur! On a tous eu ce rêve de dire, oh là là, mon Dieu, mon corps, j'aimerais ne pas le sentir. Qu'est-ce que c'est bien quand... Et d'ailleurs, c'est Candy qui dit cette magnifique citation sur la santé, c'est quoi? Le silence des organes. La santé, c'est quand on se dit, bah, tiens, j'ai pas de corps. Tout va bien. Tant que je me dis j'ai pas de corps, c'est que tout va bien. Bien évidemment. Donc pourquoi ne pas... Ray Kurzweil, il est pas bête, hein, il dit, tiens, on est tous comme ça, on trouve que le corps c'est une tannée, ça vieillit, ça se casse, ça tombe, boum, boum, boum. Bon, ben stop, quoi. On va essayer d'être simplement des cerveaux. Alors bien sûr, on aime bien marcher, on aime bien ça, donc faisons que le reste suive et inventons des prothèses, une artificialisation de la vie, puis on change. Et on change nos... Et bien évidemment, donc résultat, on est un pattern, parce que bien évidemment, notre sujet, je ne vais pas me rendre malade parce que je vais changer de cœur quand même. C'est comme si je changeais un boulon. Mais suis-je une voiture?
C'est la question. Bon, c'est ce que c'est, simplement ça. Donc voilà un petit peu des réflexions un peu rapides, hein, parce que le temps passe. Et donc on va donner la parole à nos chers étudiants, non pas encore, parce que étudiants c'est l'année prochaine. Enfin, si tout se passe bien. Hein? Si, quand même, pas charrier. Oui, oui, quand même. Donc à vous, on va vous donner un micro, ou je donne le mien.